Deuxième vidéo sur le JavaScript, on va continuer l'introduction aux bases de ce langage. Je vous invite à revoir la vidéo 1 s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises parce qu'on va monter en niveau et voir davantage de choses dans cette vidéo. Alors, le JavaScript, il y a une quantité de choses qu'on peut faire. On ne peut pas faire un cours dessus en visualisant toutes les subtilités de ce langage. Il y a un site qui est très bien défini. En fait, c'est la doc technique du JavaScript. Tout ce qu'on peut faire avec, toutes les fonctionnalités, tous les objets natifs qu'on peut retrouver dans ce langage. Il faut aller dans l'adresse http développé.mozilla.org, donc la référence chez Mozilla qui font de très bonnes documentations sur les langages, et notamment l'espace web et JavaScript. Alors, JavaScript est un langage de programmation. Il faudra quand même avoir les bases de l'algorithmique pour pouvoir faire ce que vous avez envie. Sans un minimum de pensée algorithmique, il sera difficile de créer un programme de A à Z ou même un petit programme parce que avant de se lancer dans un langage, que ce soit le JavaScript, le PHP, le C++, il faut avoir ces bases d'algorithmique. Alors généralement, on fait un peu d'analyse, mais là, quand on cherche à programmer les bases d'un langage, on va plutôt travailler l'algorithmie avant de parler d'analyse. Donc nous, l'algorithmie, on la voit un peu dans les cours en PHP qu'on fait en première année de BTSSN. Donc c'est par là qu'il faut commencer avant de se lancer dans le JavaScript. Alors le JavaScript, côté client, il faut bien sûr avoir son fichier JavaScript, donc un fichier .js, qui se situe à côté de son fichier PHP ou son fichier HTML ou son fichier Node.js, enfin, peu importe le langage que vous utilisez. C'est ce qui va partir côté client. Donc le client, lui, connaît que le HTML ou le PHP, ce que va retourner un serveur Apache par exemple. Et du coup, pour faire référence à ce fichier, il faut l'avoir mis dans une balise de script au niveau du head, ou si vous avez envie d'utiliser le script à un niveau inférieur dans votre page, la petite astuce, c'est que si vous mettez votre script dans le head, le JavaScript est chargé avant la page, et donc généralement, on ne peut pas manipuler le HTML directement puisqu'il est chargé après. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on charge toutes les fonctions en amont dans le head, et après, en bas de page, on va lancer les fonctionnalités avancées de JavaScript, comme les événements, etc., qu'on verra bien sûr plus tard, parce que c'est un concept beaucoup plus compliqué que les bases du langage. On va reparler vite fait des variables. Donc les variables, en JavaScript, ils sont déclarés avec le mot-clé var. Par contre, on peut utiliser le mot-clé let, L-E-T. C'est une déclaration de variable qui est éphémère. Ça veut dire que la variable va se détruire automatiquement une fois qu'elle sera sortie de sa fonction ou de ses crochets ou de ses conditions if. Mais dans la plupart du temps, on utilisera var si on veut garder ces variables tout au long du programme. Dans la première vidéo, on a vu quelques conditions. Il existe une belle documentation en français sur les conditions et les opérateurs. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi elles ressemblent. Sur le site de Mozilla, on retrouve les expressions et opérateurs dans le guide du JavaScript. Et donc, on peut s'aider de toutes ces opérations. Donc, il y en a énormément, donc on ne peut pas les apprendre par cœur. Et faire un cours où on les cite une par une, ça n'a aucune valeur ajoutée. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez le guide de tout ce qu'il est possible de faire en opération. Donc, les opérations sur des variables, sur des valeurs, sur des nombres, sur des textes, etc., etc. Par exemple, on prend celui de base, le fait de mettre une variable dans une autre. Donc là, on va mettre la variable y dans x, le plus égal qu'on trouve dans n'importe quel langage de programmation aujourd'hui. On trouve aussi des opérations binaires, on trouve des décompositions, donc la création de tableaux ou inversement la création de variables à partir d'un tableau. On trouve des conditions d'opération, généralement celles qu'on retrouve dans le if ou le else, l'égalité, égal égal, l'inégalité, le point d'exclamation égal, l'égalité stricte, l'opération égale. Donc ça renvoie true si les opérands sont égaux et de même type. 0 peut être égal à 0 en texte, mais si l'un est un entier et l'autre est le 0 du texte, le strict égalité permet de vérifier cette stricte égalité. On retrouve les opérations de division, donc le reste, le modulo, l'incrémentation avec le plus, les moins, les opérations binaires, donc avec le et commercial, la barre horizontale, fait le ou. On retrouve les opérateurs logiques, donc quand on fait un if et qu'on veut qu'une variable soit égalité avec une autre variable et une autre condition, donc on va utiliser le double et commercial. Le ou logique, c'est la double barre. Le nom, c'est le point d'exclamation, donc ça c'est très courant, on l'utilise souvent. Et donc voilà, cette page, je vous conseille de la lire car elle vous explique en français exactement ce qu'on peut faire avec, comment on l'utilise. Et donc ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Là, le but du jeu, c'est vraiment, si vous avez un algo particulier à faire ou si vous pensez à un exercice, voilà, c'est d'aller voir aux bons endroits quelle opération faire. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, si vous voulez tester qu'une valeur est différente d'une autre, vous allez regarder dans cette page comment faire lorsqu'une valeur est différente. Quel est le signe différent
On ne peut pas apprendre par cœur toutes les opérations et toutes les techniques que l'on peut faire, surtout quand on est débutant. Le but, c'est bien sûr de se référer à cette page. Si vous avez besoin d'une opération à faire en particulier, eh bien la première chose à faire, avant d'aller vous perdre dans les forums, vraiment avec les autres débutants, allez sur cette page qui est la Bible du JavaScript où il y a tout ce qu'il faut et essayez de trouver l'information dans la documentation pour appliquer la bonne opération. Et on a la même chose dans les conditions. Donc on retrouve les conditions de base, le if, else. On retrouve le else if, donc qui permet d'imbriquer plusieurs if à la fois, qui se termine par un else. On retrouve le switch case, le switch case qui part d'une expression et peut avoir un cas, deux cas ou une infinité de cas selon la valeur de l'expression. Et puis un cas défaut si aucune des expressions n'a été trouvée. Donc ça, ce sont les conditions de base qu'il faut à peu près maîtriser pour pouvoir faire déjà pas mal d'applications. Ensuite, on retrouve les boucles. Donc ça, les boucles, on va pas s'éterniser dessus puisqu'il y a aussi une page qui se réfère au type de boucle et en fait, on va se rendre compte que les boucles sont les mêmes que d'autres langages de programmation. On retrouve la boucle for avec l'initialisation, point virgule la condition de sortie, point virgule l'expression finale. Donc la boucle for la plus connue, c'est if i égale 0, i plus petit qu'un chiffre et i plus plus et on exécute le code dans la fonction. On retrouve aussi le while avec la condition de sortie et tant qu'elle n'est pas respectée, on tourne à l'infini. Et le do while qui fait la même chose sauf qu'il exécute un tour de boucle avant de tester la condition. Tous ces genres de boucles, le langage JavaScript se cale sur les autres langages. Donc ça, il n'y a pas de problématique là-dessus. Au niveau des fonctions, c'est pareil. On va retrouver un mécanisme de fonction. Donc je rappelle, les fonctions, ça sert avant toute chose à factoriser son code. Donc lorsque vous avez beaucoup de lignes de code, l'idée c'est de trouver des lignes de code identiques ou vous prévoyez d'avoir des lignes de code identiques. Et dans ce cas-là, vous sortez ces lignes que vous regroupez au sein d'une fonction et plutôt que de réécrire les lignes à chaque fois que vous en avez besoin, vous appelez juste le nom de la fonction. Et donc, ça permet d'avoir un code avec beaucoup plus léger. Et si vous avez besoin de modifier une fonction, ça se modifie qu'à un seul endroit et non à tout endroit où vous deviez à l'utiliser. Les fonctions en JavaScript, c'est très simple. Il suffit de mettre le mot-clé function, le nom de la fonction. Donc ici, j'ai pris l'exemple myFunction. On peut mettre en paramètre autant de paramètres qu'on veut et on peut avoir un paramètre de sortie qui est le return. Si vous voulez plus d'informations sur comment on gère les fonctions, je vous conseille la vidéo sur les fonctions au niveau PHP. C'est exactement la même chose. Pour l'utilisation, au niveau des fonctions standards, on va appeler la fonction par son nom et on va lui passer les paramètres qu'elle a besoin. Attention, en JavaScript, il existe une autre fonction qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les fonctions anonymes. Donc ce sont des fonctions qui n'ont pas de nom. Comme elles n'ont pas de nom, une fois qu'elles sont déclarées, on ne peut pas les appeler. Et du coup, en fait, elles servent juste à être appelées par des événements. Bah oui, parce que soit c'est le développeur qui décide d'appeler les fonctions à des endroits du code au moment voulu, selon son algo, soit il ne maîtrise pas quand ces fonctions vont être appelées parce que ces fonctions sont appelées par le visiteur de son site en cliquant sur un bouton. Donc en fait, la fonction va être attribuée à un événement on-click. Cette fonction n'est appelée qu'à ce moment-là. L'exercice ici, je vous propose de saisir via un prompt une valeur et cette valeur dans une boucle va être incrémentée par un calcul factoriel. Ça veut dire que par exemple, si on rentre 10, on va calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 et on va donner le résultat qui fait 45. Si on rentre 5, on va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et donner le résultat qui fait, je ne sais pas, je n'ai pas compté dans ma tête. Et puis ce résultat, on l'affiche dans une alerte car on ne sait pas encore comment les afficher dans une page HTML. On verra ça bien sûr dans une autre vidéo. Et l'exercice 7, je vous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci en factorisant votre code, c'est-à-dire en utilisant une fonction, la fonction d'addition. Car là, on commence petit, une petite fonction qui prend deux paramètres, les deux chiffres qui doivent être ajoutés, la somme d'avant plus le numéro de tour qui est en cours, parce que si c'est du factoriel, si je fais 1 plus 2, ça fait 3, après je dois faire 3 plus 3, ça fait 6, après je dois faire 6 plus 4, et à chaque fois j'ai deux chiffres à ajouter dans cet algo. Je vous laisse réfléchir un peu dans cet algo parce que l'algorithmique, c'est important. Donc voilà pour ce petit exercice numéro 2. Ensuite, on passe à la dernière catégorie de cette introduction au JavaScript qui sont les objets. Alors attention, le JavaScript est un langage programmation objet, mais ce n'est pas de base, même s'il y a eu des améliorations, un langage pur objet. On retrouve un système de classes, mais qui n'est pas vraiment le mécanisme d'instanciation qu'on connaît dans les langages C++ ou PHP. En objet, les objets en JavaScript sont des collections de paires et des valeurs.
valeurs. Donc je m'explique, c'est comme un tableau en PHP. Quand vous avez un objet, donc vous pouvez le déclarer en new object ou en incolade, var object égale incolade, donc votre objet, voilà, il est vide. Et après, vous pouvez lui mettre des propriétés. Donc avec le point, on a le point nom, on va lui rajouter des choses. Donc là, par exemple, je rajoute à mon objet un point nom Julien. Et si je veux accéder à cette variable, j'y accède en utilisant object.nom. Et puis, je peux aussi, à la place du point, mettre le crochet. Donc, c'est un peu la même utilisation qu'un tableau. Et l'avantage des objets, c'est exactement le même principe qu'un tableau. Ils peuvent s'inclure les uns dans les autres. Donc là, par exemple, mon objet carotte possède un autre objet détail qui lui-même possède une couleur et une taille. Donc voilà, c'est essentiellement comme ça qu'on va manipuler les objets en JavaScript. On va accéder aux objets et mettre des points pour accéder à leurs propriétés. Les objets sont une part importante dans JavaScript et on va commencer à les utiliser dès le départ. JavaScript va essayer de se coller au maximum sur les concepts objets. Dans une prochaine vidéo, on verra qu'on peut manipuler les balises HTML à partir de JavaScript puisque ces balises HTML sont des objets et on va pouvoir modifier leurs propriétés et accéder aux propriétés des balises. On va pouvoir à partir de là commencer à modifier dynamiquement nos pages web.